veuve acquiert une demeure en ruine pour €1 symbolique et y découvre un secret bouleversant. Claire Martin agrippa fermement la poignée usée de sa valise en cuir, sentant le poids écrasant de toute une existence condensée dans cet unique bagage. À 60 ans, tout ce qui subsistait de 5 décennies de mariage, de labeur et de souvenirs était confiné dans ce rectangle de cuir fatigué. La banque, impitoyable, avait tout saisi, la maison où ses enfants avaient grandi, les meubles témoins de tant de moments heureux, et même les rosiers qu'elle avait plantés avec son défunt mari et soignés avec une tendresse infinie. La modeste pension de réversion de son époux suffisait à peine à couvrir le loyer d'une chambre de bonne exiguë en périphérie urbaine. C'est dans ce dénuement total que l'annonce, aussi improbable qu'une bouée de sauvetage en plein désert, était apparue dans un journal local. Maison à vendre de toute urgence, €1. €1 seulement. Pour une propriété nichée au cœur de l'Auvergne, dans le petit bourg de Saint-Nectaire en Auvergne. L'offre était si surréaliste qu'elle avait dû appeler le numéro 3 fois, persuadée d'être la victime d'une mauvaise plaisanterie. Le vendeur, un certain Marc Bernard à la voix tremblante et nerveuse, avait pourtant confirmé le prix dérisoire et lui avait fixé un rendez-vous dès le lendemain. Sans hésiter, Claire avait vendu les quelques bijoux qui lui restaient, acheté un aller simple en autocar et quitté sa vie d'avant sans un regard en arrière. Et maintenant, la voilà, debout, face au monceau de décombres qui constituait, sur le papier, sa nouvelle demeure. Elle commençait à saisir la raison d'un tel prix. La bâtisse semblait avoir été éventrée par un cataclysme. D'énormes blocs de pierre jonchaient le terrain envahi par les mauvaises herbes. Les murs empisés, d'une teinte ocre délavée, étaient zébrés de fissures profondes, béantes comme des plaies. La toiture de tuiles rouges n'était plus qu'un souvenir, un puzzle éclaté dont les morceaux se mêlaient aux poutres pourries et au gravier, composant un tableau d'une désolation absolue, un paysage de fin du monde que même les oiseaux semblaient déserter. Pourtant, contre toute attente, Claire ne ressentit aucune once de désespoir. Au contraire, une chaleur inexplicable, une sorte de reconnaissance intime, se diffusa dans sa poitrine. Était-ce la lumière dorée du soleil couchant qui caressait les murs ocres avec une douceur inattendue? Ou la présence des grands arbres, des chênes et des frênes centenaires qui encerclaient la propriété tels des gardiens bienveillants? Il y avait quelque chose dans l'âme de cet endroit qui résonnait avec la sienne, une promesse silencieuse qu'ici, elle pourrait trouver bien plus qu'un simple toit, un véritable nouveau départ. Les voisins, postés derrière leurs rideaux ou au coin de la rue, l'observaient en chuchotant, leur visage affichant un mélange de pitié, de curiosité et de franche désapprobation. Une femme corpulente, la cinquantaine solide, s'approcha d'un pas lourd, essuyant machinalement ses mains sur son tablier à fleurs. « Vous devez être la nouvelle propriétaire », lança-t-elle, esquissant un sourire qui ne parvint pas à masquer la méfiance dans son regard. « Je suis Lucienne. J'habite la Maison Bleue, juste en face. Si ce n'est pas indiscret, vous avez vraiment payé pour ça ?» Claire hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, et vit l'expression de Lucienne passer de la simple curiosité à une incrédulité totale. €1. Je sais que ça paraît insensé, mais c'est tout ce que je pouvais me permettre. €1. Répéta Lucienne en secouant la tête. Madame, avec tout le respect que je vous dois, savez-vous ce qui s'est passé ici? Cette maison est maudite. C'est l'éboulement, il y a des années, qui a tout détruit et fait fuir les derniers occupants. Personne ne peut vivre ici. Il arrive toujours quelque chose de grave. Quel genre de chose? Demanda Claire, intriguée. Mais Lucienne reculait déjà, comme si elle regrettait d'en avoir trop dit. Oh, des vieilles histoires de village. Des racontards. Vous verrez bien par vous-même. Et sur ces mots évasifs, la voisine tourna les talons, laissant Claire seule avec ses questions et un sentiment de mystère grandissant. La première journée fut un inventaire méthodique du désastre. Claire arpenta chaque recoin du terrain, notant mentalement ce qui pouvait être sauvé. La maison, construite dans le style auvergnat traditionnel avec ses murs épais en pisé et sa charpente robuste, montrait, malgré les ravages du temps et de la nature, des signes d'une construction originelle de grande qualité. À l'arrière, les vestiges d'un jardin subsistaient, où quelques fleurs sauvages perçaient les ronces et où un noyer centenaire, majestueux, avait miraculeusement survécu à la destruction. Chers auditeurs, si cette histoire vous plaît, un petit pouce levé et un abonnement à notre chaîne nous serait d'une aide précieuse. Nous débutons et votre soutien est notre plus grande motivation. Poursuivons. En fin de journée, alors qu'elle installait son maigre campement dans les vestiges de ce qui avait dû être le salon, des pas feutrés se firent entendre.
Une vieille dame aux cheveux d'un blanc immaculé, bien plus âgée qu'elle, s'avançait, vêtue d'une robe sombre et d'un châle élimé. Ses yeux d'un bleu vif pétillaient de curiosité et d'une sincère inquiétude. « Bonjour ma petite. Je suis Monique Leroy. J'ai grandi dans ce village, je le connais comme ma poche. Je suis venu voir si vous n'aviez besoin de rien. » Claire sentit une vague de soulagement la submerger. Enfin un visage amical. « C'est infiniment gentil, Madame Leroy. Je suis Claire Martin. » Monique promena un regard assombri sur les ruines. « Cette maison a une histoire, ma fille. Une histoire qu'il vaudrait mieux laisser enfouie sous les pierres. » « Quelle histoire ? Tout le monde me parle à mots couverts, mais personne ne m'explique rien. » La vieille dame soupira longuement, un souffle chargé de souvenirs. « Il y a très longtemps, une famille formidable vivait ici. Les Leclerc. Monsieur Pierre était un menuisier hors pair. Il réalisait les plus beaux meubles de toute la région. Son épouse, Françoise, s'occupait d'un potager magnifique et de leurs 3 enfants, 2 filles et un garçon. Une famille honnête, travailleuse, aimée de tous. Que leur est-il arrivé? Ils ont disparu. Du jour au lendemain. Un matin, la maison était vide, les volets clos. Personne ne les a jamais revus. La maison est restée à l'abandon. Et puis, des années plus tard, il y a eu cet éboulement. La version officielle, c'est que les pluies torrentielles en sont la cause. » Monique secoua la tête, son regard se perdant dans le lointain. Mais les anciens du village connaissent la vérité. Et ils ont peur de parler. Claire sentit son estomac se nouer. Peur de quoi? De ce qui arrive quand on dérange les puissants. Mais ce ne sont que de vieilles histoires. L'important, c'est vous, maintenant. Vous ne pouvez pas rester ici. Venez dîner à la maison ce soir. Demain, on avisera. Ce soir-là, dans la modeste mais chaleureuse cuisine de Monique, Claire en apprit davantage. La maison avait été bâtie au début des années 1960 par Pierre Leclerc, un jeune artisan arrivé du Nord avec sa femme enceinte, fuyant la crise du charbon. Ses mains en or lui avaient vite valu une solide réputation. Pierre était un véritable artiste, raconta Monique en servant un café corsé. Il sculptait des miniatures, des meubles de poupées d'une perfection incroyable. C'était un don du ciel. Et pourquoi sont-ils partis si brusquement? Monique hésita, son regard se tournant vers la fenêtre sombre. Il y a eu une dispute avec le colonel Jean Perrin. Un homme qui possédait la moitié du canton. Un homme puissant et sans scrupules. Du jour au lendemain, la rumeur a couru que Pierre volait du bois sur les terres du colonel. C'était vrai? Bien sûr que non. S'exclama Monique en frappant sa tasse sur la table. Pierre était l'honnêteté incarnée. Il conservait précieusement chaque facture, chaque reçu. Mais qui aurait cru un simple artisan face à un homme comme le colonel? Claire dormit peu cette nuit-là. Le récit de Monique se mêlait à ses propres angoisses. Elle avait tout misé sur cette maison en ruine, et découvrait qu'elle portait le fardeau d'une injustice passée. Loin de la décourager, cette révélation renforça sa détermination. Elle aussi avait tout perdu injustement. Le lendemain, armée d'un balai et d'une pelle prêtée par Monique, elle entreprit le déblaiement. Le travail était herculéen pour une femme de son âge, mais chaque pierre déplacée, chaque poutre soulevée, semblait la rapprocher un peu plus de la vérité. Sous un amoncellement de tuiles, elle découvrit une fenêtre au cadre ouvragé, ses vitres miraculeusement intactes. C'est en déplaçant une massive poutre calcinée qu'elle fit sa première découverte capitale. Nichée dans une anfractuosité du mur, dissimulée par des décennies de poussière, se trouvait une boîte en fer blanc, rongée par la rouille. Avec précaution, Claire l'extirpa de sa cachette. Elle était lourde. Le couvercle, soudé par la corrosion, résista, mais finit par céder dans un grincement sinistre. À l'intérieur, des dizaines de lettres jaunies par le temps, certaines encore cachetées. Et des photographies en noir et blanc, une famille souriante posant devant cette même maison, mais resplendissante, avec un jardin luxuriant et un toit impeccable. Un homme grand et élancé, une jolie femme et 3 jeunes enfants. Claire s'assit sur un bloc de pierre et commença sa lecture. La plupart des lettres étaient adressées à Pierre Leclerc. Des commandes de clients, des nouvelles de parents éloignés. Mais une enveloppe, marquée de la mention « urgent » d'une écriture fébrile, attira son attention.
Elle l'ouvrit. C'était un message de Françoise, sa femme. Mon cher Pierre, je ne supporte plus cette situation. Les hommes du colonel sont revenus hier soir. Ils nous ont menacés. Si nous ne partons pas avant la fin du mois, ils nous chasseront par la force. Les enfants sont terrorisés, et moi aussi. Peut-être devrions-nous accepter cette offre de rachat de Paris et tout quitter. Je sais que tu aimes ton atelier plus que tout, mais notre vie est en jeu. Je t'en prie, réfléchis. Ta femme qui t'aime, Françoise. Claire sentit son cœur se serrer. Cette famille avait été contrainte à l'exil, forcée d'abandonner ses rêves. Elle continua sa lecture. Pierre avait tenté de se défendre par la voie légale, mais les lettres de ses avocats témoignaient d'un découragement croissant face à l'influence du colonel Perrin. L'une d'elles, venant d'un avocat lyonnais, était sans équivoque: « Monsieur Leclerc, je suis au regret de vous informer que je ne peux plus vous représenter. L'influence du colonel Perrin dépasse les frontières de cette région, et il m'a été clairement signifié qu'il était dans mon intérêt de me retirer de cette affaire. Je vous conseille vivement d'accepter l'offre de rachat, même si elle est dérisoire. Parfois, la prudence est mère de sûreté. » Absorbée par sa lecture, elle sursauta en entendant un raclement de gorge. Un homme d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtu, se tenait derrière elle. Son air autoritaire la mit instantanément mal à l'aise. « Bonjour madame. Nicolas Perrin. Je suis le propriétaire du domaine voisin. J'ai appris que vous étiez la nouvelle acquéreuse. » Perrin. Le nom l'a mis en alerte. « Avez-vous un lien de parenté avec le colonel Jean Perrin ?» L'homme marqua un temps d'arrêt. « C'était mon grand-père. Décédé il y a bien longtemps. » Pourquoi cette question? Claire referma vivement la boîte, mais pas assez vite. Le regard de Nicolas Perrin se fixa sur l'objet avec une intensité qui la glaça. Simple curiosité. J'ai entendu parler de lui. Je vois. Écoutez, je suis venu vous faire une offre. Cette propriété est une ruine. Sa restauration vous coûterait une fortune. Je suis prêt à vous en offrir un bon prix. 5 000 €, payés comptant. L'offre, si peu de temps après son achat pour 1 euro, était suspecte. Claire comprit qu'il y avait anguille sous roche. C'est très généreux, mais je n'ai aucune intention de vendre. Le visage de Nicolas Perrin se durcit. Soyez raisonnable. Que comptez-vous faire de ce tas de cailloux? Vous n'avez ni l'argent, ni la force de rebâtir quoi que ce soit ici. C'est mon problème, vous ne croyez pas? Il recula, mais son regard ne quittait pas la boîte. Comme vous voudrez. Mais si vous changez d'avis. Et faites attention à ce que vous pourriez déterrer ici. Remuer le passé peut être dangereux. La menace était à peine voilée. Merci de votre visite, monsieur Perrin. Une fois seule, Claire reporta son attention sur les lettres. L'une d'elles, la dernière de la pile, était différente. L'enveloppe portait l'inscription « À mes chers enfants », mais elle n'avait jamais été postée. L'écriture était celle de Pierre. Sébastien, Isabelle et Rose, mes trésors. Si un jour vous lisez ces mots, sachez que votre père a tout fait pour nous garder ici, dans notre foyer. Mais un homme mauvais nous a forcés à partir. Il se peut que nous soyons séparés pour un temps. Ne perdez jamais espoir. Gardez en mémoire notre maison, le jardin de maman et mon atelier. Si vous revenez un jour, cherchez sous le grand noyer. J'y ai caché la preuve de notre honnêteté, et de quoi vous aider à tout recommencer. Je vous aime plus que tout. Papa. Claire leva les yeux vers le fond du terrain, où le noyer centenaire se dressait, impérial. Son cœur battait la chamade. Pierre avait laissé quelque chose d'assez important pour que Nicolas Perrin s'en inquiète. Elle retourna voir Monique. Madame le roi, vous souvenez-vous du nom des enfants Leclerc? La vieille dame cessa d'arroser ses géraniums. Bien sûr. Sébastien, l'aîné, devait avoir 10 ans. Puis Isabelle, 6 ans, et la petite Rose, à peine 4 ans. Pourquoi? Claire lui raconta tout. La boîte, les lettres, la visite de Nicolas Perrin. Monique écoutait, de plus en plus agitée. J'ai toujours su que cette histoire était louche. Une famille ne s'évapore pas comme ça. Et ce colonel qui s'est empressé de racheter les terres. Pensez-vous que les enfants soient encore en vie?
Sébastien aurait près de 70 ans aujourd'hui. Isabelle une soixantaine. Rose aussi. C'est possible. Monique plissa les yeux, fouillant dans sa mémoire. Il y a des années, une assistante sociale est venue au village. Elle cherchait des informations sur la famille Leclerc. Un de ses pensionnaires, un vieil homme, parlait sans cesse de revenir à Saint-Nectaire en Auvergne. Vous souvenez-vous du nom de l'établissement? Quelque chose comme la Maison de l'Espérance. C'est à Thiers, la grande ville d'Aix-en-Grave-Côté. Le cœur de Claire s'emballa. L'un des enfants pouvait se trouver à quelques heures de route. Madame Leroy, pourriez-vous surveiller ma maison? Je dois aller à Thiers. Allez-y, ma fille. Mais soyez prudente. Si le petit-fils du colonel s'agite, c'est qu'il y a gros à perdre pour lui. Le lendemain, Claire prit le premier autocar pour Thiers. La Maison de l'Espérance était une grande bâtisse ancienne, impeccablement entretenue. Une infirmière, Carole, l'accueillit. Je cherche un homme d'environ 70 ans, qui parlerait souvent de Saint-Nectaire en Auvergne. Son nom serait Sébastien. L'infirmière sourit. Vous parlez de monsieur Sébastien Dubois. Il est ici depuis près de 10 ans. Il ne parle que de ce village. Le cœur de Claire manqua un battement. Puis-je le voir? Bien sûr. Mais il est fragile, il a fait un AVC il y a quelques années. Parfois, il est un peu confus. Carole la mena à un petit jardin intérieur. Un homme aux cheveux blancs, très maigre, était assis dans un fauteuil roulant. Ses yeux bleus semblaient porter toute la tristesse du monde. Monsieur Dubois, je m'appelle Claire Martin. Je viens de Saint-Nectaire en Auvergne. À la mention du village, le vieil homme se ranima. Ses yeux s'illuminèrent. Saint-Nectaire. Comment va le village? Et la maison? Notre maison est-elle toujours là? Claire s'assit près de lui. La maison a besoin de travaux, mais elle est toujours là. Monsieur Dubois, j'ai trouvé des lettres. Elle lui tendit celle de son père. Sébastien la prit de ses mains tremblantes. En reconnaissant l'écriture, il fondit en larmes. C'est l'écriture de papa. Après toutes ces années. Claire lui raconta toute l'histoire. Sébastien l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Alors. Ils ne nous ont pas abandonnés. Je l'ai toujours su. Papa ne nous aurait jamais laissés comme ça. Vous souvenez-vous? Je me souviens de tout. Un jour, papa nous a dit que nous devions aller chez un oncle à Lyon pour quelques semaines. Maman pleurait en cachette. Nous sommes partis. Ils ne sont jamais venus nous rechercher. L'oncle, trop pauvre, ne put les garder. Sébastien fut placé en orphelinat, ses sœurs ailleurs. Ils perdirent contact. J'ai passé ma vie à les chercher. J'ai retrouvé Isabelle il y a une quinzaine d'années. Elle vit à Paris. Elle n'a jamais voulu parler du passé. Rose. Je ne l'ai jamais retrouvée. Il relut la lettre. Papa a dit qu'il avait laissé quelque chose sous le noyer. Puis il agrippa la main de Claire. Madame Martin, pourriez-vous me ramener à la maison? Une dernière fois. Le lendemain, un véhicule de la Maison de l'Espérance se gara devant les ruines. Sébastien, dans son fauteuil roulant, avait retrouvé une lueur dans le regard. Je reconnais tout, dit-il. La chambre. La cuisine. Et là-bas, l'atelier de papa. Claire poussa le fauteuil jusqu'au noyer. Avec une pioche prêtée par Monique, elle commença à creuser. Après une heure d'effort, la pioche heurta quelque chose de dur. C'était un coffre en bois, protégé par une toile cirée. Sébastien se pencha, haletant. Ouvrez. S'il vous plaît. À l'intérieur, une collection de miniatures en bois sculpté. Des reproductions parfaites des meubles de la maison. Papa les fabriquait pour ne jamais oublier. Murmura Sébastien. Il y avait aussi une liasse de documents, les factures du bois, prouvant l'honnêteté de Pierre. Et au fond, le plus incroyable, une confession manuscrite. Moi, colonel Jean Perrin, reconnais avoir faussement accusé Pierre Leclerc de vol pour le forcer à me vendre sa propriété à vil prix. Il a toujours été un homme intègre. Sébastien écouta la lecture, les yeux fermés.
Alors. C'était vrai. Mon père était innocent. Carole, l'infirmière, qui observait la scène, fit alors une remarque qui changea tout. Elle regardait un petit cheval de bois que Sébastien tenait. « Monsieur Dubois, vous avez toujours eu ce cheval ?»« Toujours. C'est incroyable. Votre sœur Rose, ici à la maison de l'Espérance, a exactement le même. Rose Lambert. Elle en parle tout le temps. » Le silence fut total. Sébastien fixa l'infirmière, incrédule. « Rose ? Ma sœur Rose ? Elle est ici ? Depuis 5 ans ? » De retour à Thiers, Carole les conduisit à un autre jardin. Une vieille dame était assise sur un fauteuil à bascule. Elle tenait à la main un petit cheval de bois. Sébastien s'approcha, tendant le sien. Leurs regards se croisèrent. Sébastien. Chuchota T.L. Les retrouvailles, après plus de 60 ans, furent d'une émotion indescriptible. Ils se serrèrent dans les bras, riant et pleurant. « Je savais que tu reviendrais, » dit Rose. Claire, témoin de ce miracle, savait que sa mission n'était pas finie. La vérité devait éclater. De retour à Saint-Nectaire en Auvergne, elle raconta tout à Monique. « J'ai toujours su. » s'exclama la vieille dame. « Il faut que tout le monde sache. » Le lendemain, Claire vit Nicolas Perrin sur sa propriété, accompagné de 2 hommes en costume. « Madame Martin, voici des inspecteurs de la mairie. Une plainte a été déposée. Votre propriété présente un danger. Nous allons devoir la faire démolir. » Le chantage était évident. « Mon offre de 5 000 € tient toujours. Sinon, les frais de démolition, environ 10 000 €, seront à votre charge. » Claire ne se démonta pas. Avec l'aide de Monique, elle organisa une réunion publique sur la place du village, le dimanche suivant, après la messe. Le jour J, la place était noire de monde. Nicolas Perrin était là, visiblement tendu. Claire prit la parole, racontant toute l'histoire, lisant des extraits des lettrés, pour finir, la confession du colonel. Un murmure de stupeur parcourut la foule. Puis Sébastien, Rose et même Isabelle, venus de Paris après avoir été contactés, prirent la parole. Leurs témoignages poignants bouleversèrent l'assemblée. De nombreux anciens du village vinrent s'excuser de leur silence, de leur peur. Nicolas Perrin, hué, tenta de nier, mais les preuves étaient accablantes. Dans les semaines qui suivirent, un élan de solidarité incroyable souleva le village. Des artisans, des jeunes, des retraités, tous vinrent aider Claire à déblayer et reconstruire. Touché par le remords, ou par peur du scandale, Nicolas Perrin finit par proposer une aide financière substantielle pour la restauration. Les 3 frères et sœurs Leclerc acceptèrent. La maison fut reconstruite, mais pas seulement. Elle devint un lieu de mémoire, un musée vivant. L'atelier de Pierre Leclerc fut restauré à l'identique et devint un centre de formation pour jeunes artisans. Le jardin de Françoise refleurit. 1 an plus tard, l'Institut Pierre Leclerc d'études de mémoire et réconciliation était inauguré. Claire en devint la directrice. Le centre attira des visiteurs de toute la France, puis de l'étranger. L'histoire de la famille Leclerc devint un symbole de résilience et de la victoire de la vérité sur l'injustice. Sébastien et Rose passèrent leurs dernières années à partager leur histoire avec les visiteurs. Isabelle, réconciliée avec son passé, ouvrit une succursale de sa boutique de meubles à Saint-Nectaire en Auvergne. Claire Martin, la veuve ruinée arrivée avec 1 € en poche, avait non seulement trouvé un foyer, mais avait redonné son honneur à une famille et uni toute une communauté autour d'un projet de pardon et de transmission. Sous le grand noyer centenaire, symbole de cette histoire, elle se disait souvent que les décisions les plus folles sont parfois celles qui donnent le plus de sens à une vie. La vérité, comme les noix, peut rester longtemps dans sa coque, mais une fois révélée, elle nourrit l'avenir pour des générations. Fin de l'histoire. Dites-nous ce que vous en avez pensé et d'où vous nous suivez. Croyez-vous que Claire a eu raison d'acheter cette maison et de tout révéler? Votre avis nous intéresse. Merci de votre fidélité, n'oubliez pas le like et l'abonnement pour d'autres récits émouvants.